Vanos. Aujourd'hui, on va parler d'écologie nordique, puisque au programme, on a deux chercheurs qui viennent nous parler de projets qui ont été soutenus par le programme Écosystème de diversité et le programme environnement nordique. J'ai l'honneur et le plaisir de co-coordonner tous les deux. Donc, le premier, c'est Dominique Berthaud. Je vais vous lire un peu sa biographie qu'on a essayé de résumer. Il a fait beaucoup de choses. Donc, Dominique a été PhD de l'Université de Sherbrooke, un postdoc de l'Université Laval et de l'Université de l'Alberta. Il est maintenant professeur à l'Université du Québec à Rimouski, titulaire de la chaire de recherche du Canada en conservation des écosystèmes nordiques. Il est membre du Centre d'études nordiques et du Centre de la science de la biodiversité du Québec. Et il s'intéresse au comportement et à l'écologie des mammifères, au fonctionnement des écosystèmes nordiques, et je pense que c'est de ça dont tu vas nous parler aujourd'hui, et à la conservation de la biodiversité. Il mène actuellement des recherches sur l'écologie d'une population de porcs épiques d'Amérique, étudie la dynamique trophique de la... C'est vieux ta biographie. On a fait des recherches assez exhaustives. Ah ouais. Mais là, on arrive à quelque chose de plus récent. Donc, tu étudies la dynamique trophique de la toundra arctique canadienne, c'est possible dans cette question aussi, et quantifie la réponse au changement climatique des mammifères vivant dans la forêt boréale. Donc, tu as déjà supervisé une quarantaine d'étudiants en maîtrise de doctorat, tu as publié des dizaines d'articles scientifiques et présenté ces recherches dans de nombreux pays. Puis je rajouterai notamment le livre Biodiversité et changement climatique du professeur Cébio qui a vraiment marqué, je pense, toute la communauté qui s'intéresse à ce sujet, donc publié en 2014, je pense. Voilà. Donc aujourd'hui, tu nous parles de la vulnérabilité de la toundra du Nunavik au changement climatique. Donc une heure incluant la question. Oui, parfait, merci. Bonjour, je suis très content d'être ici. Bonjour à ceux qui nous entendent, celles qui nous entendent. Ça, la biographie est un petit peu vieille, ça a changé, mais Internet, vous savez ce que c'est. Il y a des photos qu'on ne voudrait pas voir de nous. Et puis, il y a des informations qui sont procédentes, mais c'est dur de séparer ce qui est vieux et ce qui est récent. En tout cas, c'était quand même pas trop mal. Alors, je vais vous parler donc d'un projet qui a été soutenu par Uranos dans les 3 dernières années. On a remis le rapport final cette année au mois de mars, et puis je vais faire un résumé de ce projet-là. Mais je vais faire un petit historique de ce qui a amené au projet, et puis aussi parler un peu de ce qui est en train de se passer après le projet. Donc, je vais passer 5-10 minutes au début à prendre un petit peu de recul. Et comme Robert l'a dit, alors, donc on a remis un rapport dont le titre était celui du projet qui avait été soutenu par Uranos, Changement climatique et toundra du Nunavik, exposition, sensibilité et vulnérabilité. Donc en gros, on a essayé de produire des cartes de vulnérabilité de l'écosystème de la toundra pour le Nunavik. Ça va être le thème principal du projet. Mais pour bien comprendre, il faut que je revienne un petit peu en arrière. Et avant de le faire, je veux juste souligner que ce dont je vais vous parler à propos du Nunavik, ça résulte du travail d'une chercheure postdoc, Pascal Repars, et d'un professionnel, Nicolas Casajus, qui ont travaillé sur ce projet pendant presque 3 ans. C'est un projet dans lequel je n'avais pas d'étudiantes ou d'étudiants parce que on avait des résultats qu'on voulait produire rapidement et c'était relativement complexe, donc je ne voulais pas faire trop de formation en même temps. Et puis, il y a différents collaborateurs qui sont des personnes qui travaillent beaucoup dans l'Arctique canadien, qui ont travaillé avec nous, puis je parlerai un petit peu de leur rôle par la suite. Alors, entre 2007 et 2011, j'avais coordonné un projet avec Uranos sur les effets des changements climatiques sur la biodiversité du Québec, et c'est ce dont Robert parlait il y a un instant. On avait essayé de faire le tour des effets des changements climatiques sur la biodiversité du Québec, d'aborder ce vaste sujet-là. Et à l'époque, parmi vous, il y en a peut-être certaines personnes qui étaient déjà dans Uranos il y a plus de 10 ans, mais vous étiez très jeunes, puis vous ne vous souvenez plus de ce qu'on faisait à l'époque. Mais il n'y avait pas de programmation écosystème et biodiversité. Donc, j'étais venu à quelques réunions ici où il y avait l'intention de peut-être mettre en place des projets sur la biodiversité, mais il n'y avait encore rien. Et moi-même, je ne travaillais pas vraiment sur les effets des changements climatiques sur la biodiversité en général, plutôt sur les effets sur quelques espèces de mammifères. Et donc, on a mis en place un projet où on s'est dit quelles sont les données disponibles, comment est-ce qu'on peut aborder un sujet aussi vaste,
et surtout comment est-ce qu'on peut faire des liens entre la modélisation climatique et la modélisation écologique pour pouvoir faire des scénarios de changement de biodiversité qui feraient le parallèle avec les scénarios de changement climatique. Donc, je vais résumer très rapidement ce projet parce que ça va me permettre d'expliquer certaines méthodes qu'on a réutilisées ensuite au Nunavik. Donc, on a publié un livre dont Robert faisait mention il y a un instant. Alors, ce projet-là, c'est un projet qu'on avait vraiment co-construit, qui avait été catalysé par Ouranos avec des universitaires dans différentes universités, des ONG, soit des ONG qui coordonnent la récolte d'informations par des amateurs, des ornithologues, par exemple, ou bien qui sont dans la conservation de la biodiversité, puis qui utilisent toutes sortes de sources de données pour le faire, et puis des ministères ou des agences gouvernementales, au fédéral et au provincial. Et on avait utilisé une approche qui était l'approche un peu standard dans le domaine, c'est-à-dire qu'on avait pris pour un grand nombre d'espèces des données sur la répartition de ces espèces, et puis on les avait projetées dans l'avenir sous des climats différents en utilisant ce qu'on appelle la modélisation de niche. Puis il faut toujours que je le réexplique un petit peu au début pour qu'après vous puissiez suivre ce qui va venir. Donc, sur la carte à gauche, ici, vous avez en orange une zone géographique qui était la zone que l'on avait couverte dans ce projet-là. Vous voyez que elle ne monte pas jusqu'au nord du Québec parce que à ce moment-là, c'était trop difficile d'avoir des données sur la biodiversité dans le nord du Québec. On s'était restreint à la moitié sud du Québec où les données étaient plus accessibles. Et vous voyez un exemple ici où tous les points verts représentent des endroits où une espèce, le bruant chanteur, a été observée par des ornithologues. Donc vous avez la carte, la zone d'étude en orange avec des petits points verts qui montrent là où cette espèce est présente. Et si dans chaque petite cellule de 20 km par 20 km, dans ce cas-ci, on note les caractéristiques du climat et la présence ou l'absence de l'espèce, on peut mettre sur des axes. Ici, on avait choisi, alors là, c'est le graphique de droite, la température annuelle moyenne en Y et puis les précipitations annuelles totales en X. On peut reporter ici chaque point de la carte, chaque cellule de la carte, et puis on peut voir si l'espèce était présente ou pas. Alors, vous voyez ici que la répartition des données climatiques fait une sorte de nuage, et puis on voit que tout en bas du nuage, il n'y a pas de point vert, donc l'espèce n'est pas présente quand les températures sont en deçà autour de 0 degré moyenne annuelle, ce qui correspond en gros à la partie nord de notre carte de notre étude. Et puis inversement, tout en haut ici, l'espèce n'est pas présente. Ça correspond aux températures moyennes les plus élevées qui correspondent au sud de la carte. Et ce schéma-là, ça délimite ce qu'on appelle la niche climatique de l'espèce, sa zone de confort, si on veut, là où on la retrouve. Et évidemment, on peut mathématiser tout ça avec des algorithmes, et on peut construire un modèle qui lie le climat actuel avec la répartition actuelle. Puis une fois qu'on a fait ce travail-là, il suffit de changer les paramètres climatiques par un climat futur, et on obtient une répartition potentielle future de l'espèce. Donc c'est ça le principe de la modélisation de niche. Et en partant de la répartition actuelle, on peut obtenir une répartition modélisée, donc avec les algorithmes dont je vous parlais, et puis cette répartition modélisée, on peut la faire évoluer dans le futur avec des climats nouveaux, c'est ce que je viens d'expliquer, et puis ensuite on peut regarder où il y a des changements, où il y a des zones par exemple, que l'espèce devrait coloniser dans le futur parce que le climat deviendra favorable, ou au contraire des zones où elle va perdre du terrain potentiellement parce que le climat deviendra moins favorable. Et puis, bon, je ne vais pas parler de ça ici, mais on peut estimer des incertitudes autour de ces scénarios de changement. Donc, dans le projet CCBio, on avait fait ça pour près de 1000 espèces, et puis ça nous permettait de dresser une image un peu de l'évolution potentielle de la biodiversité. Par contre, ça reste quand même assez, comment je dirais ça, il y a beaucoup de prémices quand on fait ces prédictions, parce que il y a d'autres facteurs que le climat qui affectent la répartition d'une espèce. Donc, même si le climat devient plus favorable dans d'autres endroits, s'il n'y a pas l'habitat nécessaire, s'il y a des espèces compétitrices ou si les proies, par exemple, ne sont pas là, l'espèce ne pourra pas se déplacer. Donc, ça reste un potentiel. Et la façon de bien interpréter ça, c'est de se dire on est capable de mesurer la pression de changement
qui va être induite par le réchauffement du climat. Mais on ne peut pas, seulement avec ce qu'on fait là, on ne peut pas dire exactement où va être l'espèce. C'est vraiment une mesure de la pression de changement. Donc, c'est toujours un potentiel. Donc voilà, en gros, le travail que l'on avait fait. Alors, je vais passer les détails, mais on avait fait ça sur un très grand nombre d'espèces. On avait généré beaucoup de cartes potentielles de répartition. Et puis, on avait, notre résultat principal, c'est de dire, dans un climat plus chaud, on devrait voir beaucoup d'espèces monter vers le nord, si le potentiel se réalise. Et on obtenait un paradoxe, parce que dans les environnements nordiques, on n'est pas les seuls à avoir trouvé ça, dans les environnements nordiques, où beaucoup d'espèces sont limitées par les faibles saisons de croissance, les courtes saisons de croissance, les faibles températures, le réchauffement climatique, c'est une source d'augmentation de la biodiversité. C'est vraiment un paradoxe, parce qu'à l'échelle planétaire, le réchauffement du climat, c'est plutôt une source de diminution de la biodiversité. Donc, c'était un des résultats principaux. Et lorsqu'on avait essayé d'extraire quelques recommandations à la suite de ce projet-là, une des recommandations importantes, c'est qu'il faut favoriser cette réorganisation spatiale. Pour pouvoir conserver la biodiversité dans un climat changeant, il faut favoriser la réorganisation spatiale. Et ça passe par la diminution, où il faut limiter la fragmentation des habitats. Donc, une de nos premières recommandations, c'était de mettre en place des mesures pour limiter la fragmentation des habitats. Puis, ça vient renforcer des besoins qui étaient déjà connus. Et plusieurs années après ce projet, il y a certains de nos partenaires, comme Conservation de la Nature Canada, qui prennent ça à bras-le-corps et puis qui ont des projets où ils essayent non seulement de favoriser la non-fragmentation des habitats, mais ils utilisent le genre de connaissances qu'on a produites pour dire qu'il faut absolument qu'il y ait des corridors nord-sud pour favoriser cette réorganisation de la biodiversité dans un axe nord-sud. Donc il y a des retombées assez pratiques, puis ils utilisent beaucoup le livre qu'on avait fait pour aider à vulgariser et à expliquer ces notions-là. Puis on avait aussi expliqué que le réseau d'aires protégées, c'est évidemment extrêmement important en conservation de la biodiversité, mais il ne faut pas penser qu'on peut conserver exactement ce qu'on a dans les aires protégées à très long terme, parce qu'avec un climat qui change, il faut s'attendre à un renouvellement d'espèces, il faut s'attendre à une fluidité dans les espèces présentes. Et ça, c'était aussi une recommandation importante de ne pas se crisper sur ce qu'on a dans chaque parc et penser que ça va durer exactement comme ça dans l'avenir. Alors, à la suite de ce projet-là, j'avais travaillé sur un autre projet qui était coordonné par Louis Bélanger et François Brassard, et on avait justement travaillé sur cette question des aires protégées, et moi je m'étais occupé d'une partie où on essayait de voir comment ce design du réseau d'aires protégées, comment il fallait le réfléchir dans un climat qui changeait. Et ça prend toujours du temps avant de publier nos choses, mais on a publié plutôt cette année, un article, je pense que je l'ai en plus grand sur voilà, où on dit que les aires protégées nordiques dans le sens où au Québec tout est nordique, là, pas nécessairement le nord du Québec, mais le Québec en général, c'est un réseau d'aires protégées qui est extrêmement important parce qu'à très long terme, il va accueillir une biodiversité qui va migrer depuis des endroits plus au sud. Donc les aires protégées nordiques, elles vont avoir une fonction qui va aller au-delà de la biodiversité qui est contenue en ce moment dans ces aires protégées. Si on pense à long terme, c'est pas dans 20 ans, mais si on pense à long terme, ces aires protégées vont être très importantes à l'échelle nord-américaine. Bon, je ne vais pas aller trop dans les détails pour ne pas manquer de temps. Et puis, la troisième recommandation importante, c'est qu'il faut qu'on ait des suivis de la biodiversité. Puis ça, c'est une lacune très importante partout dans le monde. On investit très peu pour suivre les répartitions d'espèces, les tailles des populations. Il y a très peu d'investissement dans ce domaine. Souvent, on pense que c'est pas assez important pour dédier des ressources, sauf si il y a des espèces qui ont une importance commerciale ou pour la santé, par exemple. Mais au minimum, les réseaux d'observateurs amateurs devraient être beaucoup mieux soutenus qu'ils le sont. Ça, c'était une de nos recommandations également. Bon, donc là, j'ai terminé. C'est une introduction un petit peu longue, mais ça va beaucoup nous aider par la suite. Puis, notez, comme je l'avais dit, que
nos travaux s'arrêtaient à peu près au milieu du Québec, on n'avait pas travaillé plus au nord. Donc là, maintenant, on arrive au projet dont je vais vous parler en priorité. Dans le projet sur la toundra du Nunavik, on a essayé d'aller plus loin que ce qu'on avait fait avant de plusieurs manières. La première chose, évidemment, c'est qu'on a travaillé dans la partie nord du Québec, là où on n'avait pas travaillé avant. Et la deuxième chose, c'est que... Alors, qu'est-ce que j'ai mis après? Bon, là, c'est juste le titre du projet. La deuxième chose, c'est que j'ai insisté sur le fait que lorsqu'on on modélisait la répartition potentielle future, on ne prenait pas en compte toutes sortes de choses. On prenait juste en compte le climat. Donc là, on a essayé d'aller plus loin pour prendre en compte d'autres facteurs qui influencent la répartition future. Et parmi ces autres facteurs, il y a l'habitat et il y a aussi les interactions entre les espèces. On ne peut pas penser que, par exemple, un prédateur va migrer plus au nord si ses proies, elles, ne migrent pas plus au nord. Donc, tout ce que je vais vous expliquer par la suite maintenant, ça découle de cette constatation que l'on connaissait, mais la science a évolué assez rapidement pour qu'on puisse prendre en compte plus d'éléments dans notre modélisation. Bon. Donc, le projet sur le Nunavik, il est né il y a 4 ans à peu près, 4-5 ans. Si vous savez comment c'est Ouranos, on essaie toujours de combiner des sources qui viennent d'Ouranos avec des sources de financement qui viennent d'ailleurs. Et il y a 4 ans, on était dans une phase de renouvellement des projets ArcticNet. Donc un réseau de centres d'excellence sur l'Arctique. Et moi, depuis 2003, je coordonnais un projet sur la faune dans ArcticNet. Et depuis 2003, on travaillait beaucoup au Nunavut avec une équipe de chercheurs. On avait acquis beaucoup de connaissances très empiriques sur les écosystèmes au Nunavut. Et puis je me suis dit, pourquoi est-ce qu'on n'utiliserait pas toute notre expertise de terrain au Nunavut et notre expertise de modélisation dans le sud du Québec pour faire un projet au Nunavik qui combinerait les deux? Et c'est un peu cette idée-là que j'ai essayé de mettre en forme, et puis qui a donné naissance au projet sur le Nunavik. Donc, on avait 2 objectifs principaux. Le premier, c'était d'identifier par modélisation, à l'échelle écosystémique, les expositions et les sensibilités de la toundra. C'est-à-dire qu'on ne voulait pas se contenter seulement de voir des répartitions potentielles futures d'espèces, mais de travailler sur les interactions entre ces espèces et sur l'écosystème dans son entier. Est-ce qu'on était capable d'aller à un niveau de complexité plus grand que ce qu'on avait fait dans le passé? Et puis, on voulait cartographier la vulnérabilité de l'écosystème de la toundra. Donc, maintenant, je vais vous expliquer comment on a progressé vers ces objectifs. Et puis, tout ce que je vous ai dit avant, ça va être très utile. Alors, pour rappel, au Québec, on a plusieurs écozones. La forêt boréale, ici en vert, qui est très grande au Québec. Au nord de la forêt boréale fermée, la forêt boréale ouverte, la taïga, en, je sais pas, mauve. Puis après, on a la limite des arbres, on passe dans le bleu. Et là, on est vraiment dans la toundra. Il n'y a plus d'arbres, mais on sépare souvent la toundra arbustée, il y a quand même des arbustes, avec la toundra herbacée où on a presque plus d'arbustes. Donc, dans le nord du Québec, on a une zone assez grande de toundra arbustée et aussi de la toundra herbacée. Et la toundra représente 12% du territoire du Québec. C'est un environnement très peu familier pour la grande majorité des personnes qui vivent au Québec, mais c'est quand même assez grand. Et donc, on s'est concentré sur cette partie du territoire. Alors, voici quelques photos, juste pour illustrer à quoi ressemble la toundra dans le nord du Québec. Et puis, notre travail, il faut comprendre qu'on avait comme 2 zones d'études. On avait l'aire d'étude pour laquelle on voulait établir des cartes de vulnérabilité. Donc, c'est vraiment ce que je vous disais avant, la toundra, c'est ce qui est assuré ici. Mais pour faire ce travail-là, il fallait qu'on travaille sur une aire d'étude beaucoup plus grande, sur une zone qu'on appelait notre zone de modélisation beaucoup plus grande, parce qu'on s'attend à ce que des espèces qui sont dans la forêt boréale ouverte vont migrer vers la toundra dans le futur. Donc, il fallait qu'on modélise des répartitions d'espèces qui sont présentes bien plus au sud que seulement dans la toundra. Donc, on a une grande aire de travail qui nous permet de produire des résultats pour une plus petite aire dans la toundra. Alors,
quelques rappels sur les caractéristiques du nord du Québec. D'abord, en termes climatiques, bon, vous savez qu'il fait plus froid quand on va dans le nord. Ici, vers Montréal, on est autour de 5 degrés de température moyenne annuelle. Quand on est dans l'extrême nord du Québec, on est en -7, -8, -10. Donc, ça fait quand même une bonne différence de température moyenne annuelle. Bon, tout le monde sait ça. Le réchauffement est plus rapide, surtout depuis une trentaine d'années. Alors là, les couleurs plus marron montrent un réchauffement plus rapide. Donc, vous voyez que c'est plus rapide dans le nord du Québec. On a aussi une plus faible biodiversité. Tout ça, ça va ensemble. Alors, plus on monte vers le nord, moins on a d'espèces d'une manière générale, parce que les conditions sont favorables à un moins grand nombre d'espèces. Et puis, on a un potentiel élevé de changement de biodiversité, mais là, il y a quelque chose d'un petit peu contre-intuitif. Sur cette carte, plus c'est sombre, enfin, ce qui est représenté sur cette carte, c'est les tendances dans le nombre de degrés jour de croissance des plantes. Souvent, c'est un peu un indice qui reflète l'intensité de l'activité biologique. Et quand on va vers le nord, la température augmente plus rapidement, mais le nombre de degrés jour de croissance augmente moins rapidement que vers le sud. Alors, comment ça peut se faire qu'on a beaucoup plus de degrés qui s'ajoutent, pourtant on a moins de degrés croissance, de degrés jour de croissance pour les plantes? Ben, c'est tout simplement parce que au sein de l'augmentation de température, il y en a une partie qui n'est pas utilisable par les plantes. Si vous passez de -20 à -10, ça ne change rien pour les plantes. De -20 à -5, ça ne change strictement rien. Mais si vous passez de 4 à 6, là, ça change quelque chose. Donc, une partie du réchauffement dans le nord, ce n'est pas vraiment un réchauffement, entre guillemets, pertinent pour la croissance végétale et pour la biodiversité. Mais il reste quand même qu'on a des nombres de degrés jour de croissance qui augmentent et qui sont très pertinents pour la biodiversité. Et dans le nord du Québec, en ce moment, on a des nouvelles espèces déjà qui sont en train de gagner du terrain. L'ours noir, le lièvre d'Amérique et ses proies comme les lynx, le bouleau glanduleux, tout ça c'est mesuré, on le voit. Donc, quand on travaille sur la biodiversité, c'est comme quand on travaille sur le climat. Nos projections, il y a une confiance qui vient de nos projections du fait que ce sont déjà des tendances qu'on observe. L'autre chose aussi qui est importante, c'est que les écosystèmes nordiques sont très structurés par les changements de phase de l'eau. Le fait que l'eau à 0 degré, en bas de 0 degré, gèle, c'est extrêmement important. Et on entend tous parler de la diminution de la banquise dans le nord. Donc sur ce graphique, les points rouges montrent la diminution de l'étendue de la banquise dans l'océan Arctique, à son étendue minimale, je pense, en septembre. Mais on a exactement la même tendance pour la neige. Et la neige, c'est à la toundra arctique ce que la banquise est à l'océan Arctique. Dans les deux cas, c'est vraiment une couche d'eau gelée qui est un filtre important pour toutes sortes d'échanges de lumière, d'énergie. Et dans la toundra, quand il y a de la neige, c'est vraiment très différent de quand il n'y a pas de neige. Et l'an passé, on a fait une synthèse sur cette question-là et on a publié un article uniquement là-dessus sur l'importance du pergélisol, des conditions de neige pour la faune de la toundra. Parce qu'on pensait que c'était un des aspects critiques à considérer. L'autre élément aussi qui est important, c'est que, bon, on entend moins parler du plan Nord ces jours-ci, mais le plan Nord est toujours là, donc il y a des incitatifs importants au développement du nord du Québec, et en même temps qu'il y a ces incitatifs au développement, il y a aussi des cibles de protection de la biodiversité qui avaient été établies il y a déjà plusieurs années, et ces cibles-là indiquent que 50% du territoire devrait être consacré à la protection de la biodiversité, incluant 20% sous forme d'aires protégées et 30% qui seraient soustraits aux activités industrielles. C'est des objectifs qui avaient été fixés. Et quand on essaye de représenter ça de manière cartographique, ce que vous voyez à gauche ici, c'est l'emplacement des aires protégées en vert clair en 2012. Et si les cibles fixées sont c'est quoi le mot, sont atteintes, on aurait quelque chose de ce genre-là. Alors, les tâches sont mises au hasard, mais ça représente 20% d'aires protégées en vert clair et 30% de zones soustraites à l'industrialisation. Mais où est-ce qu'on met ces zones-là?
Ça, c'est le grand défi des gens qui travaillent à Québec, au gouvernement, de se dire comment on fait ça pour que tout le monde soit satisfait. Et dans un contexte de changement climatique, c'est important qu'on ait cette couche d'information sur la biodiversité pour orienter ou aider à orienter ce genre de décision-là. Donc ça fait partie aussi du contexte du projet. Maintenant, je vais rentrer dans nos méthodes et nos résultats. Puis vous êtes déjà préparé à la suite avec ce que je vous ai dit. On a travaillé en 3 étapes. La première étape, c'est que, évidemment, on a produit ou adapté des scénarios de changement du climat en retravaillant des scénarios existants, puis en extrayant des variables ou en recalculant des variables qui étaient pertinentes pour nos travaux. Donc, on a beaucoup travaillé avec Travis Logan, entre autres, pour ce travail-là, parce qu'on a besoin de scénarios de changement climatique adaptés à cette région et avec des variables adaptées à nos besoins. La deuxième étape, c'était de faire un peu comme dans CCBio, c'est-à-dire partir de beaucoup de données sur la répartition d'espèces et les projeter dans le futur, des répartitions potentielles dans le futur. Mais comme je vous ai dit, on est allé plus loin que ce que l'on avait fait dans CCBio, c'est-à-dire qu'on a mis des filtres au changement de répartition potentielle. Par exemple, on a fait la prémisse que la limite des arbres en une centaine d'années ne changerait à peu près pas. Donc, toutes les espèces qui sont dépendantes des arbres, on les a empêchées d'aller coloniser des zones où on sait très bien que c'est impossible qu'elles y aillent. Et puis, on a aussi fait des modélisations où on a pris en compte certains besoins d'interaction entre espèces. Donc, quand on savait qu'une espèce avait absolument besoin d'une autre espèce, on n'a pas autorisé une des deux à bouger sans que l'autre se déplace aussi. Donc, on a fait ce genre de raffinement-là pour générer des répartitions potentielles dans le futur qui soient, je dis vraiment pas qu'elles sont complètement réalistes, mais qui sont plus réalistes. Avez-vous une question? Oui, j'avais une question sur la prémisse de la limite des arbres ne s'est pas modifiée sur 100 ans, alors que moi, c'est un milieu que je ne connais pas du tout, mais on entend souvent que la végétation arbustive progresse vers le nord, donc je suis un peu étonnée par cette prémisse-là. Bon, parce que les arbustes et les arbres, pour moi, c'est deux choses tellement différentes que je ne l'explique pas. Mais effectivement, il y a une arbustification très importante dans le nord du Québec, mais ce sont des petits arbustes. Et les arbres, eux, leur limite nord va très très peu changer. Donc c'est ce qu'on a pris en compte. On sait que l'arbustification se fait rapidement, donc on n'a pas empêché par exemple des espèces qui ont besoin d'arbustes de se déplacer, mais pour les arbres, tous les gens qui travaillent sur les arbres seraient d'accord pour dire qu'on ne va pas avoir une forestation. Disons que la quantité de lumière totale dans l'année ne changera pas. Donc, c'est un fondamental. Oui, mais la lumière, ce n'est pas un problème, dans le sens où il y a beaucoup d'endroits dans le monde où on a des arbres beaucoup plus au nord que le nord du Québec, ne serait-ce qu'en Alaska, par exemple. Donc, ce n'est pas une contrainte qui empêcherait les arbres d'aller plus au nord. Il y a des arbres qui s'adaptent à ça, à ce moment-là. Oui, voilà. La lumière, ce n'est pas un problème. Le problème, ça va être les sols, ça va être d'autres variables qui vont empêcher, ou même juste la dispersion des graines, l'établissement des graines. Il n'y a pas de plasticité des espèces, dans le sens où une espèce ne peut pas s'adapter, c'est qu'il n'y a pas l'arbre de la besoin. Oui, elle peut s'adapter, mais 100 ans, c'est bien dans la tête. Donc, ça, c'est notre deuxième étape. Et puis, la troisième étape, c'est qu'on a pris en compte le fait que les espèces interagissent entre elles et que les réseaux, ce qu'on appelle les réseaux trophiques ou les réseaux alimentaires, vont être amenés à être modifiés par les changements d'impartition d'espèces. Là, je m'explique un petit peu mieux. Une fois qu'on projette dans l'avenir les répartitions potentielles des espèces, nécessairement, on va avoir une réorganisation des interactions entre les espèces, ce qu'on appelle les réseaux trophiques. Et pour chaque petite cellule de notre aire d'étude, on s'est dit quel est le réseau trophique actuel, donc quelles sont les espèces actuellement présentes et comment elles interagissent entre elles. Et dans l'avenir, quel nouveau trophique on devrait avoir si les espèces se déplacent comme on pense qu'elles devraient se déplacer. Et on a fait la prémisse que si les réseaux trophiques sont... le changement climatique fait se modifier beaucoup les réseaux trophiques, on a un écosystème qui est plus vulnérable
que si le réseau trophique est peu modifié. Je peux l'expliquer peut-être un peu mieux avec un exemple. Si je prends un point sur ma carte, j'ai un certain nombre d'espèces avec des liens entre les espèces. Si dans l'avenir, j'ai beaucoup de ces espèces qui disparaissent ou beaucoup de nouvelles qui arrivent et qu'il faut toute une réorganisation de ces liens-là, ça risque d'être plus difficile pour l'écosystème. L'écosystème est plus vulnérable que s'il y a peu de nouvelles espèces qui arrivent ou peu d'espèces qui s'en vont. Donc on a fait ce raisonnement-là pour établir un indice de vulnérabilité des écosystèmes. Donc, je ne sais pas si vous me suivez à ce stade-là. On a des scénarios climatiques futurs, on a des répartitions potentielles futures, on a une réorganisation des niveaux trophiques potentiels, et plus cette réorganisation, plus on prédit qu'elle va être importante, plus on se dit que l'écosystème va être vulnérable. Il y a toutes sortes de prémices dans ce raisonnement-là, mais c'est comme ça c'est le mieux qu'on a pu faire dans ce travail-là. On a travaillé avec à peu près un peu moins de 50 espèces de mammifères, 150 espèces d'oiseaux, des groupes d'arthropodes et puis des groupes de plantes aussi. On a mis tout ça ensemble pour faire ce travail-là. Un réseau trophique, vous voyez ici une représentation du réseau trophique en certains endroits du nord du Québec avec des plantes, des herbivores, des prédateurs, des oiseaux, des mammifères. C'est une simplification. Mais on a chacun de ces traits bleus, c'est vraiment, on l'a construit en se basant sur des données de la littérature ou sur des avis d'experts. Et c'est là que les collègues dont je vous parlais au début, qui ont participé au projet, on les a bien mis à contribution pour leur expertise pour faire ces réseaux-là. Donc toutes les petites flèches, c'est vraiment pas mis au hasard, chacune est bien documentée. Et c'est Pascal, notre chercheur postdoc, qui a fait tout ce travail-là. Et on peut traduire tout ça dans une matrice avec toutes les espèces en colonne et en rangée, en ligne. Et puis, lorsqu'on regarde l'intersection entre deux espèces, on a 0 s'il n'y a pas de relation alimentaire, ou bien 1 s'il y en a une qui mange l'autre. Donc, on peut traduire tout ça sous forme matricielle. Et on a une matrice comme ça pour chaque cellule de notre aire d'étude. Et on avait, je pense que je le chiffre plus loin, quelques milliers de cellules. Bon. Excusez-moi, Oui. c'est un règle assez ambitieux, là, parce que là, ce qu'on fait, c'est qu'on plaque un modèle un peu plus dans le sud en pensant qu'en le déplaçant, il va être à peu près similaire en termes d'interaction entre les espèces. Je veux dire, c'est une citation, mais ça m'apparaît... Oui, mais oui, c'est vrai. Mais puis en plus, on n'a vraiment pas fait ça au hasard, c'est-à-dire que quand une nouvelle espèce arrive dans ce réseau, on a pris en compte les traits, ce qu'on appelle les traits fonctionnels, les caractéristiques de cette espèce pour évaluer quel lien elle devrait établir avec d'autres espèces. Mais oui, c'est... Les exemples que vous avez, ils sont dynamiquement modifiés éventuellement oui. Selon les intrants qui arrivent. Oui, oui. Donc, ils peuvent se modifier en environnement. Oui, par exemple, bon, on va prendre un exemple. Vous voyez ici le renard arctique. Alors, c'est pas un bon exemple. Oui, on peut dire que c'est un bon exemple. Et vous voyez aussi le renard roux. Ce sont mes espèces fétiches parce que je les étudie aussi. Et dans la partie la plus au sud de notre aire d'étude, il y aurait juste le renard roux, mais pas le renard arctique. Le réseau serait un petit peu différent. Mais dès que le renard roux arrive, il mange à peu près les mêmes espèces, mais en plus, il mange le renard arctique. Donc, c'est ça, c'est pas fait au hasard, c'est vraiment fait sur la base de notre connaissance de chacune des espèces. C'est d'ailleurs un très bon exemple, parce que ça fera le lien avec la prochaine présentation. Oui, avec Aude. Voilà. C'est pour ça que les porcs épics, tu parlais des porcs épics, ça fait longtemps que j'étudie plus les porcs épics, ça piquait trop les mains. J'étudie les renards, c'est plus difficile. Le renard, ça mord. Mais les renards, ça mord, c'est vrai. Mes étudiants, il faut que je les vaccine contre la rage, et puis ils se font mordre quand même, là, il faut qu'ils sortent par hélicoptère, se refaire vacciner, puis ça me coûte cher. Voilà. Voilà, donc là, maintenant, je vais vous présenter certains résultats. On va tranquillement aller vers les résultats. En prenant quelques exemples. Pour ce qui est de la première étape, c'est-à-dire nos scénarios de changement climatique, nous, ce qui nous intéressait, c'était des variables qui sont les plus pertinentes possibles d'un point de vue écologique. Donc, par exemple,
la date de dernier gel. Ce que vous voyez ici, c'est la date de dernier gel. Donc, à gauche, pendant notre période de référence, 81-2010. Et puis, dans deux scénarios différents, donc un RCP 4.5, RCP 8.5, et puis on voit les dates de dernier gel qui reculent dans le temps, c'est normal. J'essaie de regarder mes légendes pour ne pas me tromper. D'ailleurs, il y a un petit problème dans ces cartes-là, mais je ne vais pas vous le dire. Bon, en tout cas, plus ça va aller, plus les dates de dernier gel vont être moins tardives, hein, c'est logique. Et ça a une grande importance pour la biodiversité. Donc, ce genre de cartes-là, ce sont des outils qui sont très utiles, qu'on a produits, qu'on a mis en ligne. Je vous en parlerai vers la fin, comment on a rendu tout ça disponible. Donc, ça, c'est le climat. Ensuite, pour les espèces, on a donc modélisé la répartition potentielle de chaque espèce. Vous voyez un exemple ici, l'agopède alpin, c'est une espèce très nordique. En haut à gauche, on a la répartition actuelle. Et puis, on a projeté vers la fin du siècle quelle pourrait être sa répartition si elle suit sa niche climatique qui se déplace vers le nord. Donc, c'est juste un exemple de changement de répartition potentielle. Et puis, quand on agrège toutes les espèces que l'on a modélisées, on obtient des cartes de ce qu'on appelle des cartes de richesse spécifique, de nombre d'espèces potentielles dans l'avenir. Alors, actuellement, à gauche, vous avez une carte qui montre le nombre d'espèces par cellule dans certaines catégories, puis dans l'avenir, ça s'éclaircit parce que le nombre d'espèces devrait augmenter de manière globale. Et puis, tout à droite, on a juste des différences entre la période de référence et une période future. Donc, on a produit ce genre d'informations-là. Ensuite, on est allé vers des variables qui sont un petit peu plus complexes. Par exemple, ce qu'on appelle le nombre de liens entre espèces, en fait, c'est les lignes bleues qu'on voyait. Ça, ce sont des liens. Donc, on peut modéliser aussi ces nombres de liens, comment ils pourraient évoluer dans le futur. Et on s'aperçoit que le nombre de liens devrait augmenter. Quand on a plus d'espèces, le nombre de liens augmente. C'est très logique quand on comprend comment fonctionnent les réseaux trophiques. Par contre, et là je vais prendre le temps de vous l'expliquer, la connectance devrait diminuer. Donc, qu'est-ce que c'est la connectance? C'est une variable importante en écologie de communauté. C'est, pour chaque espèce, la proportion des autres espèces avec lesquelles l'espèce est en lien. Puis, j'explique toujours ça avec un exemple qui est facile à comprendre. Si vous vivez dans une petite communauté, vous allez être en lien avec une beaucoup plus grande proportion des gens que si vous vivez dans une grande communauté. Donc, dans un petit village, il y a un bureau de poste, donc vous allez connaître la personne qui est au bureau de poste, mais à Montréal, vous n'allez pas dans tous les bureaux de poste, vous allez juste dans quelques-uns. Donc, vous connaîtrez une plus petite proportion. Et on peut faire la même chose dans un écosystème, et ces valeurs de connectance sont importantes pour le fonctionnement d'un écosystème. Donc, on a modélisé ce genre de choses-là. Et puis, on a, comme je vous disais avant, pour chacune des cellules de notre aire d'étude, on a calculé la différence entre les réseaux trophiques actuels et les réseaux trophiques potentiels futurs. Et cette différence-là, c'est ce qui nous a donné nos indices de vulnérabilité. Donc, à droite, ici, vous avez, par exemple, l'indice de vulnérabilité de la biodiversité ou de l'écosystème dans chacune des cellules de la toundra de la péninsule de l'Ungava du nord du Québec. Donc cette carte-là, c'est un petit peu un produit final, si on veut, de notre effort de modélisation pour dire, bon, il y a certaines, par exemple dans l'Est ici, on semble avoir une vulnérabilité supérieure, une tendance des écosystèmes à être plus secoués par le réchauffement du climat que, par exemple, dans l'Ouest. Et là, on en est au stade où on essaye maintenant de traduire tout ça de façon concrète pour les utilisateurs, puis je vais arriver à ça dans un instant. Mais là, je suis un petit peu arrivé au bout du malaxage des données, finalement, du genre de produits qu'on a été capable de produire, de fournir dans ce projet-là. Oui. Pourriez-vous réexpliquer un petit peu votre indice de vulnérabilité? Ce que je comprends, c'est que s'il y a plus d'espèces, s'il y a plus d'interactions, le milieu va être plus vulnérable parce qu'on l'a modifié d'une façon importante? C'est presque ça, c'est-à-dire que si le réseau d'espèces et les liens entre les espèces, on s'attend à ce qu'ils soient très différents dans le futur qu'ils le sont aujourd'hui, on pense que cette pression du changement climatique rend le système plus vulnérable. Que
si dans le futur, le réseau est relativement semblable à ce qu'il est aujourd'hui. Ça rapport probablement à ce que vous dites, à la rapidité avec laquelle ça change. Oui, parce que tout ça, c'est très rapide. C'est très rapide. Comment? Les pertes d'effet. Oui, oui. Mais ça, si le climat ne change pas, reste stable par la suite, c'est une hypothèse un peu. Ce qui n'arrivera pas. Ce qui n'arrivera pas, je suis d'accord. Mais ça veut dire qu'en réalité, le système pourrait finalement finir par se stabiliser puis perdre un peu de sa vulnérabilité si les températures restaient les mêmes, logiquement. Potentiellement. Potentiellement. Ouais. Ben, c'est sûr que c'est pas ça qui va arriver. Je vais revenir un petit peu après, à la fin, sur l'interprétation de ça, parce que c'est quand même pas évident. Ça, non, je vous en parle pas, c'est un petit peu un exercice académique, mais tout ce que je vous ai dit, on peut le résumer de manière complètement différente. Donc là, on a plein de groupes d'espèces, les liens entre les espèces, et quand on compare ces deux graphiques circulaires, c'est comme le jeu des 7 erreurs, là. On peut voir des différences et les interpréter, mais je vois qu'il est moins le cas, puis si vous avez des questions, je pourrais y revenir, mais il ne faut pas que je rentre là-dedans. Mais c'est beau à voir. Donc, les résultats importants. Bon, premièrement, l'amplitude des changements climatiques sera élevée dans la toundra, ça c'est pas nouveau. Elle sera d'autant plus élevée qu'on monte vers le nord. On a une importante réorganisation spatiale des espèces qui est attendue puis qui est déjà en cours. On a un gain en espèces projetées. Ça, c'est le paradoxe de la biodiversité nordique. Les gens en Norvège ou ailleurs disent la même chose. On a une forte réorganisation des réseaux trophiques, c'est ce que je vous disais. Et cette forte réorganisation, elle implique une vulnérabilité. Et moi, je prends souvent l'image je me dis, mon écosystème, si je le secoue beaucoup, c'est quand même un élément de vulnérabilité. Et puis, finalement, la région de la toundra du Nunavik est hétérogène. On n'obtient pas la même chose partout. Et ça devrait nous aider pour guider. En tout cas, ça ajoute une couche d'information qui devrait être pertinente. Mais je vais revenir un petit peu après sur la façon peut-être de l'utiliser. Avant d'arriver là, bon, tous nos résultats sont disponibles en fait sous 4 formats différents. Puis je veux dire un petit mot là-dessus. Bon, on a fait un rapport à Uranus, ça c'est sur le site web. On a aussi un site web où toutes les cartes, on peut les générer et les télécharger. Alors le nom est un petit peu barbare là, mais tout ce qu'on a fait, c'est, je vais vous montrer un exemple, on peut le télécharger sous forme de carte. Évidemment, des articles scientifiques, on est en train de les écrire maintenant. Et puis, toutes nos données, aussi bien les données sur la biodiversité, sur le climat, nos données de résultats, elles sont toutes archivées et disponibles en ligne. Vraiment des tableaux de données sous format texte. Parce que on a passé beaucoup de temps à rassembler de l'information. Et certaines des données qu'on a rassemblées, d'autres, je suis certain, les avaient quelque part sur un disque quelque part, on a tout refait. Et les prochains qui vont travailler là-dessus vont pouvoir repartir de ce qu'on a fait, même de ce qu'on n'a pas publié. Les données seront disponibles. Le site web que l'on a fait s'appelle The Tundra Nunavik Project. Et puis, donc l'adresse était inscrite, là, mais je vous montre juste un exemple. On a plusieurs onglets. Ah oui, c'est bon, on ne les voit pas sur... je les vois sur mon écran, mais on ne les voit pas là. Ils sont tout en haut. Donc, on a des onglets, alors sur le climat, sur la répartition des espèces, la distribution de la biodiversité, la vulnérabilité. Et puis, on peut choisir le type d'espèce que l'on veut, les horizons temporels, les RCP, on a pris le 4.5, 8.5, le type d'information qui nous intéresse, même la couleur de palette, la palette de couleurs, parce qu'on n'était jamais d'accord sur ce qui étaient les plus belles couleurs, donc on a dit les gens choisiront. Et puis on peut générer comme ça les cartes, et les codes qui nous permettent de les générer sont disponibles aussi si des gens veulent repartir des codes pour les améliorer. Et les données sont disponibles à Nordicanadé. Nordicanadé, c'est une archive qui est gérée par le Centre d'études nordiques, et en fait elles ont toutes été publiées le 31 octobre, il y a quelques jours. Donc on a 6 jeux de données, climat, biodiversité, etc. Horizon de référence, horizon futur. Et ce sont des formats texte qui permettent d'aller chercher toutes les données de base que l'on n'a encore pas publiées, mais elles sont disponibles. Et comme je disais, ça, je trouvais que c'était
bon, dans le milieu de la recherche, vous savez que de plus en plus, on essaie de rendre disponibles nos données, pas juste nos résultats. Mais je trouvais que c'était un produit important parce que je suis certain que d'autres vont travailler à partir de ce qu'on a fait dans le futur. Et en 3 ans, les projets de 3 ans, c'est pas long pour réussir à tirer tout le jus de ce que l'on fait. Là. Donc, on va juste probablement publier quelques éléments. Les recommandations importantes qui viennent de ce travail, bon, favoriser l'acquisition de nouvelles données sur la biodiversité du Québec. J'en ai pas du tout parlé, mais les données sont très très pauvres et on a fait le mieux que l'on pouvait à partir de ce qui existait, mais c'est vraiment pas des belles données. Les informations dérivées de ce projet, il faut les ajouter aux couches d'informations qui existent déjà pour appuyer la planification écologique. Il faut obliger les projets futurs, en cours et futurs, à enregistrer leurs métadonnées. On les a enregistrées dans le Polar Data Catalog et les données qui sont enregistrées dans le Nord du Canada pour que d'autres puissent les retrouver quand on va prendre nos retraites ou qu'on va être mort. Et puis, il faut aussi approfondir beaucoup le développement et la validation d'indices de vulnérabilité. Parce que l'indice que l'on a choisi, c'est celui qui est à notre portée, mais je sais qu'il est plein de défauts et il va falloir raffiner beaucoup les indices de vulnérabilité dans le domaine de la biodiversité. Le MFFP, le ministère Forêt Faune Parc, on a déjà fait quelques rapports spécifiques pour le MFFP sur certaines espèces d'intérêt, mais je suis en train de travailler en ce moment avec Jean-François Bergeron, qui a des livrables qui, lui, l'intéresseraient beaucoup. Et donc, on est en train de travailler sur une entente pour qu'on aille extraire certains éléments spécifiquement pour les besoins du MFFP. Donc, ce projet-là, on l'avait au début mis en place, surtout entre chercheurs, je dirais, mais maintenant, on voit des intérêts qui se manifestent et on va pouvoir aller répondre à des questions assez ciblées de différents partenaires. Bon, je reprends les cartes que j'avais montrées avant. Donc, ce qu'on vient de faire, c'est une couche supplémentaire parmi beaucoup d'autres dans la planification écologique. La connectivité des systèmes, c'est encore un élément très important, comme je vous avais dit avant. Donc, dans le nord du Québec aussi, il faut planifier en ayant en tête ce besoin de connectivité. Et puis, il y a une question, pour moi, qui n'est pas résolue. Est-ce qu'on devrait plutôt protéger ce qui est vulnérable ou bien ce qui est résilient? Donc, dans la façon dont la conservation fonctionne, quand on a les espèces, on les conserve quand elles vont mal. Une espèce devient protégée, la loi sur les espèces en péril s'applique, on la protège. Par contre, quand on fait un parc, on va plutôt choisir les endroits les plus intacts possibles. Les endroits qui sont les moins vulnérables dans un certain sens. Et en ce qui concerne le réchauffement climatique, est-ce qu'on devrait mettre la priorité pour aller conserver ce qui va être le plus endommagé par le réchauffement du climat, pour enlever les autres pressions de changement, ou au contraire, regarder ce qui est le plus résilient et se dire, bon, c'est ça qu'il faut garder. Et ça, selon moi, c'est pas une question qui est beaucoup, à laquelle on réfléchit beaucoup, mais qui est très importante. Alors, je l'ai noté ici pour cette raison-là, puis je n'ai pas nécessairement la réponse à cette question-là. Et alors, c'est la même liste de recommandations. Je voulais juste rappeler la liste, probablement. Ah oui, bon, voilà, c'est terminé. Donc, bon, j'ai fait un tour d'horizon quand même assez rapide pour garder quelques minutes pour les questions. Mais en 3 ans, là, on n'a vraiment pas chômé pour faire tout ça. Puis, je suis certain qu'on ne pourra pas tout approfondir et tout publier. Mais c'est pour ça que je tenais à ce que, au moins, on publie toutes les données. Puis, je suis certain qu'il y a d'autres projets qui vont se bâtir là-dessus après, par la suite. Voilà, merci. La suite des choses après ce projet-là.